Donc effectivement, on a déjà abordé à plusieurs reprises le marché action. Il a été surprenant. On a parlé aussi du pool des valeurs très restreint sur le marché américain qui a explosé, en fait, qui a un petit peu surpris tout le monde. On a parlé des 7 mercenaires, c'est ce que j'ai découvert en tout cas. On a parlé aussi d'engouement de l'intelligence artificielle, donc de valeurs de croissance. Et dans un contexte, comme on vient de le décrire, Hervé, par contre, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des opportunités qui existent et elles sont nombreuses. Et si on développe déjà ce que vous nous avez dit, vous, aujourd'hui, chez Mirova, comment vous attaquez ce marché action? Oui, effectivement, on a un marché qui si on le regarde dans son ensemble, paraît mieux valorisé évidemment qu'il l'était il y a quelques années. Et donc, globalement, on va dire, au prix, ça ne paraît pas extrêmement attractif. Or, ce marché, en fait, il cache des dynamiques très différentes selon des secteurs très spécifiques et des valeurs spécifiques. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui devient vraiment intéressant pour une gestion active fondamentale, c'est cette capacité à regarder le marché action non pas dans sa globalité en termes de ratios globaux, mais de regarder où il y a des opportunités intéressantes. Donc là, c'est comme le marché de taux, plus que jamais. C'est comme le marché de taux. Et voilà. pour faire peut-être l'analogie avec le marché de taux, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la dette bancaire investment grade, qui rapporte du 4%. Le rendement sur dividende des banques, c'est plutôt vers 10%. Et le rendement des dettes moins sécurisées des banques, on est aussi plutôt vers 10%. Donc il y a des opportunités dans le marché qui seraient dommages de ne pas regarder, parce que je ne suis pas sûr, ça a été dit avec SVB, etc., qu'à la fin, le risque bancaire, voilà, sur l'equity, sur les secteurs bancaires en général. Voilà, donc ça, typiquement, en fait, on est dans une espèce de paradoxe sur le secteur bancaire. On se dit finalement la partie dette senior rémunère quelque chose qui est rentable, mais comme un peu le marché, voilà, donc les choses vont plutôt bien. On n'est pas en train de pricer des risques de défaut en cascade, une récession et donc un risque bancaire qui monte. Ben dans ce cas-là, pourquoi c'est multiple sur la partie action alors que les niveaux de dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Voilà, donc typiquement, pour le secteur bancaire, nous semble-t-il, ça reste une opportunité. On a un peu le même schéma, par exemple, dans la partie consumer, sur la partie automobile, où il y a eu beaucoup d'histoires compliquées, puis il y a la transition écologique avec beaucoup d'investissements sur l'électrique qui fait peser sur ce secteur des niveaux d'investissement et de valorisation qui ont été pas mal déprimés ces dernières années. Alors là, on est en train de revivre quelque chose de différent, c'est que cette transition permet aujourd'hui au secteur automobile de se repositionner en termes de prix de façon beaucoup plus confortable qu'elle le faisait. Et encore une fois, là, on a des multiples de valorisation sur ce secteur qui sont en train de pricer quasiment une récession. Donc, il y a un paradoxe à voir le marché dans sa globalité, regarder l'ensemble de l'économie en se disant, bien sûr, le risque de récession, il n'est jamais à zéro. Il y a des éléments, il y a une guerre qui est toujours là, oui, mais il y a des éléments de risque. Mais l'accompagnement à la transition, elle est là aussi. Elle est là aussi. Voilà. C'est une obligation aujourd'hui. Tout à fait. Oui, donc ça, c'était pour revenir sur la partie sectorielle. Et puis, je pense que d'un autre côté, on a redécouvert avec ce que vous mentionnez sur la partie intelligence artificielle, qu'en fait, il y avait des valeurs de croissance sur lequel on ne pressait quasiment plus la croissance. Oui, on était revenu ne s'y prêtait pas. Sur des multiples, exactement, on était revenu sur des multiples où, comme si ça allait être des croissances à 3-4% par an, et on se rend compte que non, il y a encore un potentiel extrêmement fort sur la partie technologique, semi-conducteurs, intelligence artificielle, qui font que ces secteurs-là sont dans un boom qui va continuer, et sur lequel, bien sûr, il y aura un ralentissement à un moment donné, mais le marché a eu tendance à trop jouer trop tôt le ralentissement à venir, alors que les carnets de commandes sont pleins et qu'on va être sur une dynamique extrêmement positive sur les 18-24 mois. Donc là aussi, je pense à un secteur attractif. Et puis évidemment, là où vous voulez m'emmener, puisque chez Mirova, nous sommes nous sommes effectivement convaincus que finalement, si je suis relativement optimiste à court terme, les gros sujets d'inquiétude à long terme, on en parle moins parce qu'on les vit au quotidien, mais c'est évidemment le risque environnemental et c'est le risque social avec ces tensions qui existent. Bon, c'est très on en parler aujourd'hui compte tenu de ce qui se passe, mais au-delà de ça, ça fait longtemps qu'on le mentionne, il y a une tension dans la société qui monte, qui est forte, et donc ces deux risques-là sont des risques importants, et on pense que ce n'est pas simplement des risques importants, c'est aussi des opportunités pour les investisseurs d'aller placer leur épargne sur des entreprises
qui joue le jeu d'essayer de réduire ces fractures-là, ces fractures sociales et cette fracture environnementale. Et on a évidemment, en particulier sur la transition environnementale, un secteur qui fondamentalement va jouer à plein d'un changement de paradigme qu'on est en train de vivre avec moins de consommation et plus d'investissement. Donc il y a beaucoup plus d'investissements qui vont se faire, et notamment sur la transition environnementale. Il y a eu là aussi, le marché, toujours dans ses excès, dans son exubérance irrationnelle, avait beaucoup acheté les nouvelles il y a 3 ans en disant il y a des plans d'investissement, donc ça va être fabuleux, et donc on avait eu des valorisations qui étaient montées trop fort. Et maintenant, il est plutôt dans le scepticisme inverse, en se disant on voit toujours pas ça dans les résultats. Voilà, alors, est-ce qu'on n'est pas arrivé justement, parce qu'effectivement, il y a eu un peu cet effet balancier sur ces valeurs, est-ce que là, on n'est pas arrivé à un point d'équilibre Je pense qu'on est même en dessous du point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est dans une zone où il y a vraiment un scepticisme et un gros doute sur la capacité de beaucoup de ces entreprises à transformer ces opportunités d'investissement importantes en croissance rentable dans leur compte. Et donc, il y a une très forte attente du marché pour voir que la capacité de transformer les investissements dans le solaire, dans l'éolien, dans les batteries électriques se transforme en rentabilité sur ces entreprises. Et je pense que c'est ce qu'on va voir à partir fin S2, début d'année prochaine. Et donc, je pense qu'on est plutôt même sur un point intéressant, parce qu'il y a encore une fois, c'est les moments où il est intéressant d'investir en général, et en particulier sur certains secteurs, c'est les moments où le scepticisme est le plus fort, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les risques de déception sont un petit peu déjà intégrés. Il n'y a pas d'euphorie du tout sur ce segment-là, alors qu'on va être, encore une fois, sur des taux d'investissement et des taux de croissance en top line extrêmement importants. Et je pense que la capacité des entreprises à transformer ces modèles en croissance bénéficiaire est devant nous. Donc je pense qu'on est vraiment là aussi sur des points d'entrée structurellement intéressants. Il y a une vraie demande à ce niveau-là. Arnaud, donc là il y a eu beaucoup de sujets. On va les reprendre. Alors déjà, je voulais justement sur ces valeurs de croissance en général, et évidemment sur l'accompagnement à la transition énergétique aussi chez Thématique, c'est un sujet que vous traitez. Déjà sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est juste... Alors, non pas un rattrapage, est-ce que c'est un engouement sur... est-ce que comme si on le découvrait, alors que c'est quand même... Ou est-ce que c'est quelque chose de fond, en profondeur, pardon, chez vous? Alors, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est extrêmement intéressant parce qu'on en parle depuis des années, bientôt en fait. Une dizaine d'années, même plus. Et en fait, c'est assez caractéristique, finalement, de la croissance exponentielle. C'est que les changements, au début, on les note pas spécifiquement. Et puis d'un seul coup, vous vous retrouvez avec quelque chose qui vous saute à la figure, ChatGPT pour tout le monde. Le consommateur final s'est rendu compte que, mince, on a fait des sacrés progrès, on a des robots en face de nous qui sont capables de nous répondre de manière complètement structurée. Et si on affine les questions, ils affinent leurs réponses, ils adaptent le style. Et donc c'est effectivement ça qu'on essaye de capturer chez Thématiques dans nos thèmes, dans effectivement cette approche. Et donc l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, c'est clair. Alors au premier semestre, on a vu un peu tout ce qui touche à l'intelligence artificielle fonctionner. On a vu des titres comme Nvidia qui ont eu des performances stratosphériques qui font... Alors moi, j'avais pas entendu parler des 7 mercenaires, j'ai entendu parler des 7 fantastiques. Mais le concept est le même, c'est de dire que les 7 plus grosses sociétés du S&P 500 sur le premier semestre, en tout cas jusqu'à fin mai, c'était la performance du S&P 500. C'est-à-dire que si vous enlevez toutes ces 7 sociétés-là, qu'on fait en moyenne 45%, les autres, elles n'ont rien fait depuis le début de l'année. Et ça, c'est aussi une opportunité. Alors, quand je dis elles n'ont rien fait, en moyenne. Parce qu'il y en a qui ont fait très bien aussi. Et justement, dans l'intelligence artificielle, le principe, en général, quand vous voyez un engouement, comme le mentionnait Hervé, sur la transition énergétique avec les plans annoncés au moment du Covid, où on a vu tout ce qui était lié aux énergies propres monter, à un moment, il faut délivrer. Et pour moi, le S2, c'est peut-être un peu tôt, mais on va quand même voir une Buffett utiliser cette analogie qui est quand la marée descend, c'est là qu'on voit qui se baigne sans maillot. Et effectivement, dans l'intelligence artificielle, il y a certainement quelques valeurs qui ont bien bénéficié, qui sont bien baignées, et qui vont se retrouver peut-être un peu plus gênées quand il va falloir délivrer, effectivement. Donc effectivement, le fait de l'avoir mis sur le devant de la scène, ça va permettre de faire le tri justement entre vraiment les outils à valeur ajoutée, parce que c'est vraiment ça que l'on cherche avec cet outil-là, aux outils plus accessoires, on va dire aussi.
Exactement. Donc, et effectivement, voir ceux qui sont capables de aussi finalement créer de la valeur sur cette opportunité de l'intelligence artificielle, parce que faut pas juste avoir des choses. Il y a une notion de business model. Comment est-ce qu'on valorise finalement ces innovations qui sont apportées sur le marché? Donc ça va aussi nourrir les investissements. Sur la partie plus environnementale, donc il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est l'eau. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est pas juste un thème et les interconnexions avec l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est ça et là vous l'étudiez également. Alors effectivement, donc l'eau, je suis gérant de la stratégie eau chez Thematics, mais concrètement, déjà il y a quelque chose c'est que c'est indispensable, mais surtout on parle de tous ces investissements qu'on doit faire pour la transition énergétique. Donc Hervé a mentionné l'éolien, le solaire. Ça, c'est pas des choses sur lesquelles on se focalise tant chez Thematics. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut effectivement financer cette transition, mais il va falloir aussi s'adapter. Le gouvernement français, depuis le début de cette année, parle pour la première fois de commencer à réfléchir à un scénario 4 degrés en France. Je vous rappelle que les ambitions des accords de Paris, c'est 1,5. Donc, mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas gagné. Le 1,5, les accords de Paris ont aussi l'ambition de rester bien en dessous des 2 degrés. Mais aujourd'hui, on s'interroge, et il faut, même de toute façon à 2 degrés, il va falloir adapter nos économies à ce nouveau paradigme, à ces nouveaux enjeux autour de la disponibilité en eau, notamment parce que le changement climatique, c'est le CO2 qui génère, ou en tout cas les gaz à effet de serre d'une manière générale, mais en général, on utilise le CO2 comme un proxy. Mais la façon dont on le ressent, c'est beaucoup H2O au final. C'est pas tant que ça, la concentration de CO2 de l'air, c'est vraiment l'eau. Vous ne le sentez pas. En revanche, quand vous n'avez pas d'eau ou quand vous avez trop d'eau, ça, en général, vous le sentez. Et quand le niveau des mers monte aussi, parce que c'est l'un des effets du changement climatique, ça se ressent. Et donc là, c'est de regarder comment les entreprises vont pouvoir s'adapter à ce changement, et on retrouve l'ensemble des investissements qui doivent être mis. Et c'est pour ça que ça couvre l'ensemble des secteurs. Pour vous, si on regarde un petit peu plus précisément, vous regardez quel secteur d'activité sur le biais de cette thématique? Alors effectivement, l'un des gros enjeux, c'est que les entreprises, et là encore je vais faire appel au plan eau qui a été annoncé par le gouvernement au mois d'avril. On parlait plusieurs fois de ce plan. Est-ce qu'il est arrivé? Parce que est-ce que les entreprises, il a été annoncé au mois d'avril. Est-ce que les entreprises ont bien reçu ce qu'on leur a promis? Alors, à ce stade, non. Non, elles ont plutôt des obligations d'être plus efficaces dans leur utilisation en eau. Ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir investir aussi dans les infrastructures, sur par exemple la réutilisation, la réduction des fuites. Mais si je parle vraiment sur l'aspect économique, effectivement, l'eau, on la retrouve partout. On la retrouve sur les semi-conducteurs, par exemple. Il faut de l'eau pour créer ces petites puces qu'on va utiliser dans tout ce qui est data center, donc pour l'intelligence artificielle, par exemple. Et donc, il va falloir avoir la disponibilité de l'eau et la traiter pour qu'elle soit à la qualité suffisante. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde. Aujourd'hui, peut-être l'un des secteurs dont on n'a pas du tout parlé, et que je trouve relativement intéressant parce qu'il a souffert clairement de la hausse des taux au cours des 12 derniers mois passés, c'est l'immobilier. Effectivement, dans le secteur immobilier, il faut aussi investir pour... je dirais, optimiser la consommation en eau, que ce soit pour le chauffage, mais aussi pour l'usage quotidien, l'eau chaude sanitaire. Et c'est clair que les valeurs dans le secteur de l'immobilier aujourd'hui, après un engouement certainement exagéré pendant le Covid, où tout le monde finalement s'est focalisé sur l'immobilier parce qu'on ne peut pas partir en vacances, donc ce que les Américains qualifiaient d'effet cocooning. Aujourd'hui, on a eu un retour de balancier extrêmement fort, et notamment amplifié par cette hausse des taux qui sclérose un petit peu plus le marché. Et on voit que c'est des valeurs pour lesquelles les attentes ont fortement baissé et les multiples se sont énormément compressés. Donc chez Thematics, on n'a pas une approche value. Hervé mentionnait les banques ou le secteur automobile. On n'a pas d'exposition vraiment dans ces secteurs-là, mais à travers l'eau, à travers la sécurité, on peut être exposé par exemple à l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on regarde parce que c'est des poches qui sont effectivement extrêmement sous-valorisées. Jean-Jacques, vous avez déjà évoqué aussi, vous avez rapidement parlé d'immobilier, mais pas dans les mêmes termes tout à l'heure. Pour vous, si on regarde un peu plus précisément les valeurs que vous retenez. Alors, pour l'investisseur, ce qui est intéressant justement, c'est de faire par moment être sur des valeurs justement de croissance et des grands thèmes. Généralement, c'est quand la croissance est assez faible. Donc là, il n'y a plus de débat valeur croissance-value. Aujourd'hui, c'est un débat
qu'on n'en a plus. Si, quand même, si. Mais pas, c'est un débat permanent. C'est la tarte à la crème de la gestion. Ouais, donc alors, ce qu'il y a généralement, c'est que déjà, sur l'IA et sur les grandes valeurs tech, avant même qu'il y ait eu le déclenchement et la médiatisation de l'IA, elles fonctionnaient bien, parce que justement, il y avait l'idée que ces valeurs qui avaient conquis le monde entier, donc il y avait des perspectives de croissance qui étaient moins importantes, parce que finalement tout le monde utilisait ces grandes valeurs, on voyait finalement des politiques en faveur des investisseurs se réaliser, et donc elles retrouvaient vraiment de l'intérêt avec la baisse du dollar, avec une optique de ne pas financer des projets extravagants, mais de revenir à des questions de rentabilité. Donc c'était déjà bien perçu, et là-dessus est venu vraiment se greffer sur le thème de l'IA. Et donc là, c'est les premières grandes valeurs tech qui en ont bénéficié. Après, je pense qu'on ira chercher un peu plus dans le détail, avec notamment que dans tous les métiers, et notamment des métiers où il y a une forte utilisation de compétences d'ingénieurs qui eux-mêmes pourront travailler plus efficacement avec une meilleure productivité. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans beaucoup de domaines, dans la tech, eh bien, il y aura un avantage compétitif finalement dans ces valeurs où, je dirais, les salaires représentent une part importante finalement de la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, juste dire que sur l'élément, on va parler peut-être un peu microéconomie, juste un peu, mais sur la partie finalement croissance, on a bien vu que ces valeurs de croissance justement avaient été jouées parce qu'il y avait l'anticipation qu'il pouvait y avoir récession, et donc ces valeurs très value, très cycliques, citées, sont en retard. Donc il y a le fait de revenir un peu et de rééquilibrer les portefeuilles en la matière. L'autre élément, on l'avait mentionné, c'était vraiment le fait qu'il n'y a pas eu de flux sur le marché action, c'est-à-dire que le marché action a pris 30%, et on pourrait dire, tiens, il y a eu des investissements, soit dans des fonds diversifiés, soit dans des fonds actions. Et il y a eu 50 milliards de moins sur les gestions actions actives, un peu compensé par les trackers et autres, ou les certificats, mais ce qui explique d'ailleurs la concentration. Il y a style, on achète un certificat IA, mais on ne fait pas, voilà. Et diversifié non plus. Donc il n'y a eu aucun flux en la matière, donc ça c'est un élément plutôt favorable. Et si on parle, en essayant de faire le lien entre la microéconomie et finalement le scénario économique qu'on avait, c'est qu'on voit à chaque fois finalement là dans les résultats qui vont tomber sur le SP500 des anticipations à -6, c'est-à-dire qu'il y a avant finalement des révisions, des analyses qui révisent un peu à la baisse, etc. Et au moment finalement des résultats, eh bien on converge vers -2 ou 0 et ça se passe un peu mieux. Donc les entreprises affichent encore des alors les entreprises arrivent à tenir. Alors ce qui est un peu compliqué justement pour les analystes. La remarque de Pierre justement. Oui, avant, c'est que finalement. Ce qu'ils ont accumulé jusque-là en fait, ils ont profité aussi. Ils ont accumulé, mais c'est pour ça que les analystes se mouillent pas trop, c'est que souvent c'est lié à la couverture qui peut être faite justement par rapport à la hausse de prix des intrants. Et donc ça, c'est difficile à anticiper. C'est pour ça que finalement, on a un peu le résultat souvent au moment de l'annonce trimestrielle. C'est-à-dire que dans leur chaîne de production, tout ce qui va rentrer, ils ont anticipé des hausses des prix qu'elles ont elles-mêmes répercutées sur leur prix final, plus ou moins bien. Mais on n'a pas cette hausse des prix sur les matières premières aujourd'hui, l'énergie. Il y en a qui se sont bien couverts. Mais votre raisonnement est juste, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une fois que la hausse des prix a été faite au niveau des prix de vente, est-ce qu'elles vont revenir en arrière et baisser leur prix alors qu'elles aient couvert ou pas, le prix des intrants va diminuer? Je ne pense pas, en réalité. Donc, on voit bien que finalement, l'idée d'une inflation plus forte, c'est aussi l'idée que s'il y a 4% d'inflation, vous avez même une croissance de 1 ou 2, ça vous fait un chiffre d'affaires en hausse de 6%. Est-ce que vous avez une hausse des intrants de 6 en parlant de salaire à 4? Non. Parce qu'auparavant, quand vous aviez une inflation à 0, vous augmentiez déjà les salariés à 2-3%. Donc aujourd'hui, que la hausse est plus importante, les salariés ne vont pas avoir 6-7%. Donc finalement, pour les marges des entreprises, avoir une inflation à 4-5%, et on l'a vu empiriquement, c'est plutôt positif. Donc des statistiques qui vont tomber, et il y a plutôt cet élément à garder en tête pour la microéconomie. Oui. Hervé, le mot de la fin? Non, mais oui, peut-être revenir quand même sur cette table ronde d'action. Sur cette table ronde d'action, non, peut-être revenir quand même sur cette thématique clean technology, Green Deal. On n'y arrivera peut-être pas au 1,5, mais même si on n'y arrive pas, les investissements pour décarboner l'économie vont continuer. On électrifie les usages. C'est une option. Non, c'est exactement. Ce que je veux dire, c'est que attention, on parle de ça et on se rend bien compte que la capacité à atteindre l'objectif de l'accord de Paris, plus on tarde, plus il va devenir compliqué. Et donc il y a aussi ce scepticisme qui se développe en disant de toute façon, on va pas y aller. Oui, mais on va pas y aller. On va pas y arriver, ok, mais on va pas continuer à envoyer des gaz à effet de serre puis passer à 4, 5, 6. Donc l'objectif de décarbonation de l'économie, il est en tendance structurellement inscrit, et on ira peut-être
plus tard, mais on va y aller de façon sûre et certaine. Donc il n'y a pas de sujet sur le fait est-ce qu'on va vers une économie zéro carbone, hein, pour faire simple, c'est pas zéro en absolu, mais net zéro, ce qu'on appelle du net zéro. Est-ce qu'on va vers une économie net zéro? Et ça implique des investissements. Oui. Est-ce qu'on y sera à temps pour atteindre 1,5? Personne ne sait, et on peut être inquiet sur ce sujet-là. Voilà. Est-ce qu'on y sera en 2040, 50, 60? Ça, on ne sait pas, mais tous les investissements s'orientent pour décarboner massivement l'économie. Et dans cette transformation, ce qui est intéressant, c'est que c'est une transformation qui concerne l'ensemble des secteurs économiques, qu'ils soient value ou qu'ils soient croissance. L'automobile est un secteur value, des investissements pour décarboner sont massifs. Est-ce que cette transformation doit se financer? Comment les secteurs financiers accompagnent cette transition ou ne l'accompagnent pas? Ça les concerne aussi au premier chef. Et puis évidemment, il y a tous les secteurs de croissance, d'investissement, qui sont plus directement concernés par la transition écologique. Qui apportent des solutions directes pour la plupart. Qui restent des thèmes extrêmement importants. Donc voilà, je voulais dire, je pense que Arnaud, il connaît ça par cœur, donc on est complètement d'accord, mais voilà, je voulais dire, attention, c'est pas parce qu'on risque de ne pas être à 1,5 que le sujet de la transition écologique est un sujet qui... Non seulement on ne doit pas l'abandonner, mais il ne peut pas être abandonné. Vous n'allez pas demain avoir Volkswagen ou Renault qui vont vous dire, bon, en fait, vous savez quoi, on ne sera pas à 1,5, donc on arrête les investissements dans les voitures électriques et puis on va remettre des 4x4 à 15 litres au 100. Enfin, le chemin est inscrit maintenant dans les plans stratégiques et d'investissement des entreprises, au-delà d'être une volonté politique. C'est vraiment une transformation économique, microéconomique profonde. Très bien.